Alors, vous m'entendez bien? Ok, très bien. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Et merci à Fabrice et à Léo et aux organisateurs de ce très bel événement qui fait suite, en effet, à deux journées de réflexion d'université d'été éthique et maladies neuroévolutives dans sa 14e édition. Donc, j'ai la chance aujourd'hui, l'immense honneur de pouvoir vous parler de notre atelier sur la maladie d'Alzheimer et les actualités et les controverses autour de cette maladie. Je suis moi-même Timothée Daly, je suis chercheur postdoctoral au Centre de recherche sur la santé des populations à Bordeaux, BPH, Border Population Health, en anglais, et j'ai l'immense honneur de vous présenter donc, les deux intervenants d'aujourd'hui. Le docteur Vincent Planche, qui est professeur des universités et praticien hospitalier au CHU de Bordeaux et enseignant-chercheur à l'Institut des maladies neurodégénératives. Et aussi Kevin Rabian, qui est docteur en neurosciences et responsable études et recherches chez France Alzheimer, l'Union nationale des associations France Alzheimer et maladies apparentées. Alors, donc, comme je vous ai dit, cette réflexion aujourd'hui fait suite à 2 journées de réflexion sur l'éthique de la recherche. Et comme nous l'a présenté Thibaut Asser, qui est médecin et éthicien, il nous a dressé un portrait de la recherche en 3 temps, c'est-à-dire l'avant dans sa conception, pendant la conduite de la recherche et l'après, les fruits de la recherche. Et il nous a cité une définition de la recherche qui date au moins du rapport Belmont des États-Unis dans les années 70, où la définition de la recherche, c'est la production de connaissances généralisables. Et l'une des distinctions phares de ce fameux rapport Belmont, c'est la distinction entre la recherche et ce qu'on appelle la pratique médicale, medical practice. Et donc, si bien le but de la recherche, le but ultime de la recherche, c'est de généraliser de produire des connaissances généralisables. La pratique médicale, c'est pour viser à améliorer le bien-être d'une personne, d'une de plusieurs personnes. Et donc, aujourd'hui, on ne parlera pas que de la conduite de la recherche, mais surtout des fruits de la recherche pour la pratique médicale, pour la prise en charge des patients et pour les soins. Alors, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neuroévolutive qui touche près d'1 million de personnes en France et dont le nombre de patients va presque doubler d'ici 25 ans, selon France Alzheimer. Donc, lorsqu'on va vous donner en fait, cet atelier prendra le format d'une discussion entre nous trois. Et à la fin de chaque temps, parce qu'on va vous présenter ça en 3 temps, donc à la fin de chaque thématique, on vous invitera à poser des questions. Et après, on passera à la prochaine thématique. Donc, un petit résumé visuel de ce dont on parlera aujourd'hui. C'est la disponibilité de nouveaux médicaments. C'est bien sûr un sujet très actuel. Pour chaque thématique, on vous parlera bien sûr de ce qui a été le cas jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire par le passé, l'état des lieux. Ensuite, on vous parlera des actualités et enfin des controverses liées à cette actualité et ses évolutions historiques et contemporaines. Ensuite, après avoir parlé de la disponibilité des nouveaux médicaments, on vous parlera des sens multiples qui sont accordés au mot Alzheimer, la maladie d'Alzheimer, son rapport avec le vécu des patients. Et enfin, on vous parlera comme exemple, donc, si dans le premier cas, la disponibilité des nouveaux médicaments porte sur la validation, c'est-à-dire leur statut dans la communauté scientifique médicale, l'approbation, c'est la question réglementaire, et aussi le remboursement, les questions médico-économiques, notamment dans des systèmes de santé européens et français. Par contre, je pense que pour la deuxième thématique, les sens multiples du mot Alzheimer, on verra bien qu'on parlera plutôt de consensus autour de la définition de cette maladie, son diagnostic, mais des consensus au pluriel. Il y a des accords dans nos communautés sur la meilleure manière de définir et même diagnostiquer cette maladie. Bien sûr, on verra aussi la question aussi sémantique sur le rapport donc, entre la maladie d'Alzheimer et ce qu'on appelle en anglais la dementia, qui est un terme qui reprend certaines bases historiques, mais pour parler d'une nouvelle entité sociétale, individuelle, qui a à voir, bien sûr, avec le vécu des patients avec un trouble neurocognitif majeur. Donc on ne parlera pas tant de démence en français, qui a
toute une histoire liée à une vision pré-scientifique de la maladie et le déclin cognitif. Et enfin, on vous parlera aussi de l'arrivée de biomarqueurs sanguins, c'est-à-dire un exemple assez impressionnant de l'accélération dans la recherche, c'est-à-dire des publications scientifiques qui s'accélèrent, les techniques de prise de sang en lien avec le diagnostic de la maladie d'Alzheimer et peut-être même une réduction de temps de prise en charge. Je pense que c'est ce qu'on essaierait de discuter aujourd'hui, la manière dont ces biomarqueurs sanguins pourraient mener à une accélération de la prise en charge des personnes avec un trouble cognitif. On y va? OK, donc s'il vous plaît, dès que vous reverrez cette diapositive, vous pouvez reposer des questions. Vous pouvez poser vos questions et, avant de passer à la prochaine thématique. Alors, donc, première thématique. Maintenant, je pense qu'on va essayer de... Donc, même si, bien sûr, j'interviens actuellement, on va vraiment essayer je vais essayer d'animer une espèce de débat et des commentaires de la part de nos intervenants de manière assez informelle. Donc, je me disais, donc, si on parle de ces nouveaux traitements, et bien sûr, il serait utile de parler de l'histoire des traitements, on va dire, sur un plan historique. Et voici une petite frise chronologique des médicaments symptomatiques en France et l'Union européenne. Ces 4 médicaments, je pense que je pourrais passer donc la parole au docteur Vincent Planche. Est-ce que, Vincent, tu pourrais nous parler juste de ces médicaments et pourquoi on les appelle ça? Donc, quels sont ces 4 médicaments et pourquoi on appelle ça des médicaments symptomatiques pour la maladie d'Alzheimer? Merci Tim, bonjour à tous, je suis très heureux d'être là aujourd'hui, merci pour l'invitation. Alors ces traitements symptomatiques, ils sont le fruit de nos réflexions, des réflexions de nos aînés sur la maladie d'Alzheimer dans les années 70 et 80. Avant d'être une maladie, on en reparlera tout à l'heure, très définie dans sa cascade biologique et physiopathologique par la protéine et l'amyloïde et la protéine tau. Une des premières particularités qu'on avait remarquées dans le cerveau des patients qui souffraient de maladies d'Alzheimer, alors sur les études post-mortem, c'est que le système cholinergique, donc les neurones qui produisaient de l'acétylcholine dans le cerveau, ce système cholinergique était particulièrement atteint. Ce qu'on avait observé aussi, c'est quand on donnait des médicaments anticholinergiques à des personnes, notamment des personnes âgées, souvent elles avaient tendance à décliner sur le plan cognitif. Et donc l'idée a germé assez logiquement de se dire, tiens, on n'a qu'à inventer des médicaments procholinergiques qui vont booster le système cholinergique dans le cerveau des patients. Et donc, il a été développé dans les années 90, ces médicaments anticholinestérasiques. Donc, on empêche la dégradation de l'acétylcholine dans le cerveau en se disant qu'on va comme ça renforcer l'activité de ces neurones cholinergiques très impliqués dans le système de la mémoire. Et on les dit symptomatiques parce qu'effectivement, ils viennent compenser un manque de neurotransmetteurs. De la même manière, finalement, le parallèle de l'époque était fait avec le manque de dopamine dans la maladie de Parkinson. Traitement symptomatique de la maladie de Parkinson, ça fonctionnait très bien et ça fonctionne toujours très très bien. Le parallèle était le même. Donc on avait un traitement symptomatique qui fonctionne incontestablement. Ces médicaments sont efficaces. Il y a plusieurs dizaines d'essais cliniques randomisés, contrôlés de phase 3 qui ont montré que tous ces médicaments fonctionnaient contre placebo à condition d'être utilisés à la dose efficace. Et dans cette indication qui est la maladie d'Alzheimer, ça marche aussi assez bien dans la maladie à corps de Lévy et dans les démences parkinsoniennes. Les essais cliniques étaient menés sur 6 mois généralement, et très rapidement, autour des années 2010, donc à peu près 10 ans après l'arrivée sur le marché, la HAS, notamment en France, a commencé à se dire « mais ok, il y a des essais cliniques qui nous montrent que ça marche à 6 mois, mais qu'est-ce qui se passe après ?» C'est vrai qu'on avait relativement peu de données à l'époque. Ces données ont mis du temps à arriver, et entre-temps, la HAS a effectivement dégradé la note de ces médicaments, dégradé ce qu'on appelle le service médical rendu de ces médicaments, ce qui a conduit à son déremboursement en 2018. Alors ce qui est dommage, c'est que la HAS ne se soit pas repenchée sur ce dossier depuis, parce qu'on a notamment sur ces 5 dernières années de nombreuses études épidémiologiques, des méta-analyses, des études de registres de santé qui sont permis par le partage des données de santé disponibles aujourd'hui, qui montrent que ces médicaments réduisent la mortalité chez les patients souffrant d'une maladie d'Alzheimer. Donc on a des médicaments qui, au-delà de leur effet symptomatique à 6 mois,
ont un impact fort, puisque ça réduit la mortalité chez ces patients-là, et même certains essais qui randomisaient l'arrêt du médicament montraient que ça pouvait même retarder l'institutionnalisation des patients. Donc voilà, ça reste des traitements symptomatiques qui sont déremboursés, mais on les prescrit toujours pour toutes ces raisons-là. Merci beaucoup. Je pense que ta mention de la question du déremboursement en France me permet de passer un peu la parole à Kevin. Notamment, je vais avancer dans les diapositives. Donc, voici la communication sur l'arrêt de prise en charge par l'assurance maladie des médicaments. Kevin, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'impact dans le monde associatif sur cette décision ? Bien sûr. Merci Tim pour cette prise de parole. Bien sûr, l'impact a été absolument catastrophique sur plusieurs niveaux. Déjà, ça veut dire que le déremboursement va imposer un fardeau économique supplémentaire sur les familles qui sont parfois dans la précarité, parce que la maladie d'Alzheimer étant liée à l'âge, on retrouve aussi, dans la plupart des cas, des individus qui sont en polypathologie, qui ont des besoins supplémentaires médicaux, paramédicaux. Donc ça vient en fait forcer un petit peu ce parcours de soins sur les patients. Également, c'était un très mauvais message, parce que pour beaucoup, un déremboursement veut dire que le médicament n'est pas efficace. Et donc pour beaucoup, pourquoi je vais prendre un médicament s'il est jugé non efficace ? Et également vis-à-vis des professionnels de santé, notamment les médecins généralistes, qui très vite se sont retrouvés dans une situation où pourquoi diagnostiquer la maladie d'Alzheimer à un individu quand je n'ai pas de médicaments à lui proposer ? Les seuls médicaments étant proposés, étant déremboursés, et donc, du coup, inefficaces. Donc, c'était quand même une situation particulière. Il est quand même à noter, situation également particulière vis-à-vis de l'Union européenne, parce que la France fait partie des rares pays de l'Union européenne à avoir déremboursé ces traitements-là. Donc, on a, en tout cas, maintenant, si on fait un bond en avant, vraiment, à cette période-là, il y a eu, en tout cas pour l'association, le sentiment que la maladie d'Alzheimer n'était plus reconnue et n'était plus... en tout cas, il y a eu une scission dans l'implication du coup des autorités compétentes vis-à-vis de la maladie d'Alzheimer. Et bien entendu, ça reste une situation qui est problématique aujourd'hui. Et l'un des arguments, si je ne me trompe pas, à l'époque, c'était que l'économie qui serait réalisée grâce à ce déremboursement serait réinjectée dans la recherche. Donc du coup, c'est une question qui reste en suspens, vu qu'il me semble que ce réinvestissement dans la recherche aujourd'hui, on l'a pas forcément vu. Donc voilà. Donc du coup, pour les associations, encore une fois, effectivement, c'était un pas en arrière pour les familles qu'on laissait, encore une fois, dans l'incapacité de pouvoir traiter, même symptomatiquement, leurs symptômes. Et puis, comme l'a dit le professeur Planche, il y a des études qui continuent, d'ailleurs, sur ces thérapeutiques, et notamment une, je crois, qui est actuellement en cours sur l'île, notamment sur le donépézil, si je ne dis pas de bêtises, pour montrer que, oui, en fait, même si on traite symptomatiquement la maladie d'Alzheimer, sur le long terme, il y a des répercussions. Et si au final, on veut faire une comparaison avec une maladie, on va dire, très commune et qu'on a tous eu, comme le rhume, on comprendra très simplement que si on va traiter la fièvre, si on va traiter les symptômes du rhume, on va éviter éventuellement que le rhume progresse et apparaissent d'autres symptômes, ou en tout cas se surinfecte. Donc on peut imaginer que rien que de traiter symptomatiquement la maladie d'Alzheimer, ça puisse bien entendu réduire la mortalité et pourquoi pas même réduire l'aggravation des symptômes. Merci beaucoup à vous deux. Donc pendant tout ce temps, et avec cet arrière-plan assez morne, une théorie des maladies neuroévolutives a donné de l'espoir à la communauté, à la fois des chercheurs mais aussi des patients. Cette théorie générale des maladies neuroévolutives s'appelle la protéinopathie. C'est-à-dire que dans chaque maladie, en anglais on dit neurodégénérative, il y a l'accumulation de protéines dans le cerveau dans des régions spécifiques. Et l'idée assez élégante et simple, c'est que ce n'est pas anodin d'assister à l'accumulation d'une protéine, souvent avec un mauvais repliement dans le cerveau. Alors,
il faudrait non seulement définir ces maladies comme des protéinopathies, mais aussi cibler cette accumulation de protéines et enlever. Donc, ce qui est pathologique serait, d'après la théorie de la protéinopathie, pathogénique. Et vous voyez que pour tout un ensemble de maladies neuroévolutives, il y a des protéines associées. Donc, maladie d'Alzheimer, Parkinson, Huntington, SLA, donc sclérose latérale amyotrophique, la dégénérescence frontotemporale, les maladies à prions. Donc, beaucoup de maladies s'inscrivent dans cette réflexion. Donc, c'est de loin la théorie dominante sur l'étiologie, la causalité de ces maladies. Notamment parce que, comme l'a dit Vincent, le professeur Vincent Planche, il a bien évoqué les vieilles théories qui étaient fondées sur la neurotransmission, l'absence de neurotransmission. Ici, selon la théorie de la protéinopathie, les changements liés à la neurotransmission sont des effets secondaires d'une protéinopathie, l'accumulation de protéines qui serait pathogénique. Et on ne va pas trop s'attarder sur la théorie générale, mais on va plutôt s'intéresser à cela dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, qui est un peu la protéinopathie par excellence, qui a eu beaucoup d'impact sur l'étude des autres maladies. Donc, qui mieux que Vincent Planche pour nous parler de la progression des lésions et des symptômes dans le cadre de cette maladie. Merci Tim. C'est vrai que ça a été un changement de paradigme dans les années, là aussi, 80-90, parce que déjà, il a fallu aller les identifier dans le cerveau des patients. Si on parle que de la maladie d'Alzheimer, c'est finalement seulement à la fin des années 80 qu'on a découvert, parce que c'est à ce moment-là qu'on a mis au point des anticorps le permettant, qu'on a découvert que les lésions de dégénérescence neurofibrillaire à l'intérieur des neurones étaient des agrégats de protéines tau. Ça date de la fin des années 80. Ces dégénérescences neurofibrillaires, Alzheimer les avait décrits lui-même en 1905, mais il a fallu attendre la fin des années 80 pour se rendre compte que c'était des agrégats de protéines tau. Et bien sûr, la question qui a été posée à l'époque, c'est de dire, est-ce que ce sont simplement des marqueurs de la pathologie ? Oui, en fait, c'est quelque chose qui apparaît, qui permet de définir la maladie, mais est-ce que c'est quelque chose, comme tu le dis, qui est causal, qui cause la maladie, et ce qui en ferait évidemment une excellente cible thérapeutique, que ce soit cette protéine tau ou bien sûr la protéine amyloïde. Et donc, il y a eu beaucoup de recherches ces 30 dernières années qui ont quand même montré qu'il y avait très probablement un lien de causalité entre l'accumulation de ces protéines et le développement des symptômes. Peut-être pas le temps de revenir sur l'ensemble de ces recherches. Quelque chose de très fort aussi qui a amené cette hypothèse-là, c'est la découverte de causes génétiques à ces maladies neurodégénératives. Donc pour la maladie d'Alzheimer, il existe des formes génétiques monogéniques qui sont très rares, c'est probablement un patient sur 1000. Toutes les causes monogéniques de maladie d'Alzheimer touchent d'une manière ou d'une autre la protéine amyloïde. Donc, soit la mutation sur la protéine amyloïde elle-même, soit une mutation sur des enzymes qui viennent la découper et favoriser son agrégation. On s'était dit que si une mutation sur l'amyloïde permet de déclencher la maladie et de causer la maladie systématiquement, ça veut bien dire que ces protéines sont impliquées dans la physiopathologie. Et donc est arrivée au début des années 90 l'hypothèse de la cascade amyloïde, qui d'ailleurs a été théorisée par des généticiens, et ce qui a été sans doute un moment conceptuel très fort, c'est de dire que ce n'était certainement pas seulement vrai pour les formes génétiques de la maladie, mais que cette cascade théorique, biologique, pouvait s'appliquer à l'ensemble des maladies d'Alzheimer, c'est-à-dire essentiellement aussi les formes sporadiques du sujet plus âgé. Et donc cette théorie de la cascade amyloïde dit qu'à l'origine de toute chose, il y a l'agrégation de la protéine amyloïde qui forme des plaques. Ensuite, il y a l'hyperphosphorylation de la protéine tau qui s'agrège. Cette agrégation de la protéine tau est susceptible de tuer les neurones, d'engendrer de l'atrophie cérébrale et, in fine, des symptômes. Et ce qui a été aussi montré par rapport à la progression des lésions, c'est que finalement, ce qui corrélait le mieux aux symptômes cliniques des patients, c'était l'endroit où justement s'agrégeait cette protéine tau et l'endroit où elle se propageait. Les symptômes sont très peu corrélés aux plaques amyloïdes, mais sont très bien corrélés à l'endroit où s'agrège la protéine tau. Et cette propagation est généralement
définis selon des stades qu'on appelle les stades de Braque, un neuropathologiste fort connu dans les années 90, au début des années 2000, qui a proposé ces stades de progression de la maladie d'Alzheimer qui commenceraient dans le cortex entorhinal et l'hippocampe, ces fameuses régions de la mémoire qui sont très souvent atteintes en premier lieu dans la maladie d'Alzheimer, avant de se propager dans le reste du cerveau et atteindre les régions du langage, les régions de la coordination du mouvement, les régions du raisonnement et qui peuvent aussi modifier le comportement des patients. Et donc, une fois qu'on a défini et bien caractérisé cette progression de la maladie, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui in vivo, notamment grâce à la scintigraphie, à la TEP amyloïde, la TEP-tau, qui nous ont encore appris beaucoup de choses in vivo sur la progression biologique de cette maladie, bah évidemment, en parallèle, c'est devenu une formidable cible thérapeutique, parce que vous comprenez bien que si cette hypothèse de la cascade amyloïde est vraie, alors si à l'origine de toute chose dans la maladie d'Alzheimer, il y a la plaque amyloïde, si j'élimine les plaques amyloïdes du cerveau des patients, alors je devrais théoriquement avoir un médicament redoutablement efficace. Très bien. Donc, c'est bien sûr, comme le dit Vincent, c'est donc bien non seulement une théorie scientifique, mais aussi une théorie thérapeutique. Donc, l'idée, bien sûr, donc, je pense que pour un peu résumer de manière métaphorique l'idée, le consensus qui a émergé dans les années 2010, c'était que la l'amyloïde bêta, la bêta-amyloïde était, on va dire, la protéine qui déclenchait, et alors que c'était peut-être la protéine tau qui servait. Donc, si bien c'est le déclencheur, l'amyloïde, c'est donc la protéine tau serait un peu la balle qui est lancée par le pistolet de cette cascade protéinopathique. Et donc, ce serait la protéine tau qui serait mieux donc corrélée avec la neurodégénérescence. Et pourtant, cette théorie qui a inspiré beaucoup d'espoir chez les scientifiques, chez les chercheurs, chez les patients et la communauté de la société, a en fait connu des décennies de déception. C'est-à-dire, on a fait plus d'une quarantaine d'essais en phase 2 et 3, et de manière générale, on a réussi à réduire l'amyloïde dans le cerveau, mais pour plusieurs raisons. Et il y a toute une littérature sur pourquoi ces essais cliniques n'ont pas marché, comme on dit. Mais pourtant, ça n'a pas empêché la communauté de scientifiques de rester un peu sur cette voie thérapeutique, c'est-à-dire cibler surtout la protéine, la bêta-amyloïde. Et donc voici un peu un petit résumé visuel de cela. Mais je voudrais quand même, on n'a pas le temps pour parler de chaque. Il y a donc des mécanismes différents pour un peu cibler cette voie métabolique de plusieurs façons, mais c'est surtout les anticorps qui font bruit actuellement, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, est-ce que, Vincent, tu pourrais juste nous expliquer un peu cette citation du NIA, donc c'est l'Institut national de vieillissement des États-Unis, qui dit que le lecanemab, un anticorps anti-amyloïde, a ralenti le déclin cognitif de 27% dans le cadre d'une étude de 18 mois menée auprès de patients atteints de maladie d'Alzheimer à un stade précoce. Est-ce que tu pourrais nous dire en termes moins techniques ce que ça voudrait dire? Je trouve que c'est déjà pas si technique que ça. D'accord, très bien. Je peux l'expliquer en termes beaucoup plus techniques. Okay. En termes moins techniques, non, en termes moins techniques, c'est effectivement un point très important, et je pense que on commence peut-être là à aborder la question de l'éthique, parce que ça, c'est les résultats de l'essai clinique de phase 3 testant le lecanemab contre placebo. C'est un fait scientifique, c'est le résultat sur le critère de jugement principal. Qu'est-ce qu'on en fait de ce résultat scientifique ? Et c'est là que les difficultés commencent. C'est là que les difficultés commencent. Comment j'explique cet effet à un malade ? Comment j'essaie de lui expliquer ? Est-ce que c'est génial ? Est-ce que c'est moyen bof ? Est-ce que ça sert à rien ? Et là, c'est très très difficile parce qu'on aborde un peu ce fond de l'éthique médicale. Je me souviens quand je passais les ECN, le concours de l'internat, il fallait écrire partout, tout le temps, qu'il fallait donner une information claire, loyale et appropriée à son patient. Il fallait toujours le mettre, ça pouvait rapporter des points au cas où. Et ça, c'était les mots-clés de la loi de 2004. Et on se doit de donner une information claire, loyale et appropriée au patient. Et comment on transcrit ça en information claire, loyale et appropriée ? Je pense que ça, c'est incompréhensible. Il y a quelque chose qui va pas très bien, c'est ce 27% de déclin en moins. Parce que ça, c'est un chiffre relatif qui compare la différence entre le groupe traité et le groupe placebo.
Alors sur une échelle cognitive, c'est un peu compliqué à expliquer, mais par contre, dans le domaine du cancer, par exemple, c'est très facile à expliquer. Si je vous dis, il y a une nouvelle chimiothérapie d'un cancer X qui diminue de 50% la mortalité à 5 ans. On se dit, c'est génial, j'en veux. Si je suis atteint de ce cancer, 50% de mortalité en moins à 5 ans. Sauf que si on vous dit, oui, mais la mortalité à 5 ans, c'est 2%. Ça veut dire que sans médicaments, il y a 98% de chances que vous soyez toujours vivant au bout de 5 ans. Et que, il y a 2% de décès à 5 ans, et ce médicament, en fait, il permet de passer à 1%. Ah ouais, 98% de survie versus 99% de survie. Bon, oui, effectivement, je préfère 99, mais est-ce que ça vaut la peine, des effets indésirables, etc. Donc, cette mesure relative, moi, je l'aime pas trop. Elle dit pas bien ce qui se passe. Il faudrait donner une mesure absolue de quel est le déclin cognitif au bout de 18 mois. Et sur cette échelle-là, c'est 1,66 points. Qu'est-ce que vous voulez que ça représente dans la tête d'un patient? 1,66 points sur cette échelle, hyper compliquée, une poignée de neurologues qui sont capables de la manipuler en France, ça ne parle pas. Donc, ce sur quoi on essaie de travailler en ce moment pour communiquer les résultats de ces essais cliniques, c'est plutôt une analyse qu'on dit time to event, c'est-à-dire vraiment, au bout de 18 mois, qu'est-ce qui se passe comme phénomène concret? Comme vous le savez, par exemple, la plupart des patients inclus dans ces essais-là, ils étaient au stade de troubles cognitifs légers. Un trouble cognitif léger, ça veut dire avoir des troubles cognitifs, mais qui n'ont pas de retentissement sur l'autonomie des gens. Oui, ils sont gênés par des problèmes de mémoire, mais ils arrivent à les compenser et ils vivent en parfaite autonomie. Et un certain nombre de patients, dans le cadre de ces 18 mois de suivi, vont passer de ce stade de trouble cognitif léger au stade de trouble cognitif majeur, qu'on appelait anciennement la démence, c'est-à-dire il y a des troubles cognitifs, mais dont l'intensité est telle que ça retentit sur l'autonomie. Et donc quelque chose d'intéressant, c'est de se dire, au bout de 18 mois, combien de démences je peux éviter en utilisant ce traitement-là? C'est quelque chose qu'on peut faire en utilisant cette échelle, la CDR, qui est le critère du jugement principal. Il suffit juste de faire une analyse statistique différente. On ne regarde pas l'évolution moyenne du score, on regarde combien de cas de démence on peut éviter au bout de 18 mois de suivi. Quand on regarde ça, on se rend compte que si on traite 100 patients, on évite 9 cas de démence à 18 mois. Ça, je trouve que c'est plus concret et ça peut être expliqué assez facilement à un patient. Merci beaucoup. Mais ça pose effectivement la grande question de la communication des résultats d'un essai clinique. Absolument. OK, alors, donc, passons à cet espoir. Donc, après un premier avis négatif du Conseil d'experts de l'Agence européenne des médicaments, l'EMA, IMA, finalement, en novembre 2024, le lecanemab, Leqembi, a connu une autorisation de mise sur le marché pour le traitement des personnes atteintes de troubles cognitifs légers et les premiers stades de la maladie. Et cette AMM, cette autorisation de mise sur le marché, a été validée par la Commission européenne en avril 2025 de cette année. Je pense que c'est maintenant le moment de parler. Donc, vous voyez qu'ici, on constate donc l'autorisation. Donc, c'est une question de réglementation. Se pose maintenant la question un peu médico-économique dans le système de santé. Et c'est là où la prochaine diapositive, je voudrais bien recevoir les commentaires de Kevin là-dessus, c'est que ce mois-ci, il y a eu quand même une décision prise par la HAS, encore une fois, portant le refus d'accès précoce de cette spécialité Leqembi. Kevin, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de l'impact, du sens de cette décision et l'impact dans le monde associatif? Alors bien sûr, première chose déjà pour un point de contexte, cette autorisation à l'échelle européenne s'est déjà faite un peu dans la douleur, on va dire. Elle a dit donc l'EMA a d'abord statué négativement donc sur une possible commercialisation, puis est revenu sur sa décision au mois de novembre, et du coup naturellement la décision retombe sur la Commission européenne. La Commission européenne a d'abord demandé à l'EMA de refaire une évaluation, une troisième évaluation qui ressort positive, sans changement, et ensuite un comité d'appel, Appealing Committee, s'est réuni donc avec un représentant de chaque pays pour voter si oui ou non on accepte la commercialisation du Leqembi en Europe. La première réunion a statué sur un « on ne peut pas statuer ». Donc la situation étant particulière, il y a une majorité de pays qui ont voté pour la commercialisation mais qui n'avaient pas la majorité de population. Donc on a eu un premier non-retour.
Il y a une deuxième réunion, un deuxième non-retour, et au final, au mois d'avril, la Commission européenne a dit on va s'aligner avec les recommandations de l'EMA pour accepter la commercialisation du coup du Leqembi en Europe. Donc hip 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 hurrah, sauf que dans les décisions qui avaient été faites avant, donc les non-retours étaient du coup dus en partie à certains pays qui ont voté non contre la commercialisation en Europe et dans laquelle, bien entendu, la France faisait partie. Et donc, par 2 fois, la France avait déjà voté non à la commercialisation du Leqembi en Europe. Bon, maintenant, ils peuvent plus travailler au niveau de l'Europe, vu que l'Europe a accepté, et du coup la décision repose sur l'État français. Donc en parallèle du coup de cette demande d'accès précoce, il y a une deuxième demande qui est la commercialisation en droit commun. Et donc dans le cadre de l'accès précoce, l'objectif est de voir si le médicament répond à des besoins thérapeutiques importants, s'il est innovant, s'il agit sur une maladie qui n'a pas de médicaments efficaces aujourd'hui. Donc on voit quand même qu'on coche, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, beaucoup de cases. Et la Haute Autorité de Santé, donc passé les 3 mois à peu près d'évaluation du dossier, a rendu du coup son verdict en refusant l'accès précoce du coup sur le territoire français. Donc bien entendu pour nous associatifs, c'est un coup dur. Un coup dur sur plein de niveaux. Donc, on nous a critiqué, donc la Haute Autorité de Santé a critiqué l'association sur l'emploi du mot espoir. Donc, cet espoir thérapeutique que pouvait représenter le Leqembi, donc pour plein de raisons, notamment sur le fait qu'ils ont jugé le bénéfice clinique insuffisant en se focalisant sur un aspect très scientifique, très technico-technique des résultats observés, donc surtout avec ce fameux 27%, en omettant tout un tas également de résultats qui sont dans le cadre d'une étude clinique soit du coup secondaire, soit exploratoire, c'est ça. Et dans les résultats exploratoires, il y avait toute une partie qui était pour nous extrêmement intéressant, enfin pour l'association, pour les familles, extrêmement intéressant. C'était l'impact que ça pouvait avoir à la fois sur la qualité de vie de la personne malade, mais également celle rapportée par l'aidant, sur le ZARIT, donc le ZARIT qui est l'échelle d'évaluation du fardeau de l'aidant, et également sur les capacités fonctionnelles dans les tâches au quotidien. Et sur ces 3 points, donc, qui ont été jugés exploratoires et donc non pris en considération par la HAS lors du rendu de son verdict, et ben on voit qu'on a des belles améliorations. Donc sur le ZARIT, je crois que c'est près de 50% de réduction, et sur les autres échelles, je crois qu'on est dans entre 30 et 40, et puis 20 à 30%. Donc on est quand même sur un traitement qui, certes, est là, c'est vrai qu'on a passé un petit peu dessus les effets secondaires du traitement, et qui ont quand même représenté un point important dans la décision de la HAS, qui sont notamment ces ARIA, donc ces anomalies de l'imagerie liées à l'amyloïde, donc globalement qui vont se traduire par soit des œdèmes, soit des micro-hémorragies au niveau du cerveau, et qui peuvent bien entendu entraîner donc des effets secondaires importants, notamment des décès qu'il y a eu pendant les essais cliniques. Et c'est pour ça déjà que lorsque l'EMA a accepté la commercialisation en Europe, ils ont durci du coup les recommandations d'autorisation, notamment auprès de patients présentant un génotype particulier, donc avec du coup l'allèle ApoE4, donc du gène ApoE, qui est un gros facteur de risque génétique, et les individus qui étaient ApoE4 homozygotes, donc double positif, ne peuvent pas en Europe prétendre à cette administration. Et donc, du coup, la Haute Autorité de Santé a jugé que, en gros, la balance bénéfice-risque était insuffisante pour justifier la commercialisation, en tout cas l'accès précoce du traitement. Et je terminerai sur un dernier point qui semble très important, notamment sur l'aspect économique et éthique qu'on va aborder juste après, c'est que dans le cadre d'un accès précoce, le traitement est pris en charge à 100%. Donc, le traitement qui aujourd'hui, si on prend comme référence les États-Unis, coûte entre 20 000 à 26 000 $ en fonction des sources par an. On est sur un traitement qui est loin d'être anodin d'un point de vue économique, et qui peut représenter également un fardeau, cette fois-ci économique, donc on l'espère pas sur les familles, mais qui doit être supporté par l'État. Oui, merci beaucoup, Kevin. Donc, je pourrais bien sûr laisser la parole à Vincent Planche, mais je pense que ce serait le moment, peut-être le temps pour 2 questions avant de passer à la prochaine partie sur les avancées diagnostiques. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions notamment sur le lecanemab et la décision de la HAS?
Ça marche? Oui. Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour cet exposé extrêmement intéressant sur un sujet douloureux et effectivement qui fait beaucoup réfléchir et débattre. Alors, peut-être des réflexions, des questions par rapport au déroulé chronologique, mais rapidement, de votre présentation. Vous parliez de la Haute Autorité de Santé. Alors, en toute transparence, j'ai travaillé pour la Haute Autorité de Santé. Donc, concernant le fait qu'elle puisse se ressaisir d'un dossier sur les anticholestérasiques, il appartient de la saisir. Si les sociétés savantes ou si les patients trouvent effectivement qu'à l'heure actuelle, aidés par les experts, les données sont suffisantes pour pouvoir justement justifier d'une saisie d'HAS, elle est faite pour ça. L'HAS a déjà beaucoup de choses à faire. Elle est consciente effectivement de la difficulté liée à cette maladie, mais il ne faut pas hésiter à la ressaisir, c'est un premier point. Concernant les résultats, alors effectivement, c'est très aisant parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'essais, beaucoup de résultats négatifs. Alors sans aller sur des considérations méthodologiques qui font qu'on peut dire que plus on essaie, au bout d'un moment, avec un certain niveau de risque, mais ça, les scientifiques que vous êtes pourront argumenter sur cet élément-là, à force d'essayer, on arrive à trouver à un moment, par hasard, des résultats positifs. Il y a toujours ce qu'on appelle le petit p à 0,05. Bon, c'est un peu technique, mais il faut faire très attention aux conclusions que l'on porte. Autre point important, c'est les essais cliniques montés dans le cadre du développement du lecanemab sont des essais qui ont été très bien faits, avec vraiment, et ça a été dit, une rigueur, le choix d'un groupe placebo, la méthodologie, et ça n'a fait que redoubler de la déception à la lecture des résultats extrêmement modestes. Alors le critère d'évaluation principal, effectivement, on peut ensuite extrapoler ou interpréter des critères secondaires. Mais là aussi, les scientifiques me corrigeront si c'est faux, mais les critères secondaires sont exploratoires. On ne peut conclure véritablement que sur le critère principal. Le critère principal, là aussi, c'était le CDR-SB, qui avait été déterminé comme préalable, comme étant significatif d'un point de vue clinique, devant être égal au moins à 1. Et encore, c'était une hypothèse minimaliste. On arrive à 0,5. Donc on rejoint la question, mais qu'est-ce que ça a comme signification clinique? Alors ensuite, on peut manipuler les données à visée exploratoire et non pas conclusive pour arriver à des conclusions sur telle ou telle échelle ou telle survie ou temps avant l'occurrence d'un événement. Les deux questions que j'aurais, c'est d'abord l'ensemble de ces résultats négatifs. Qu'est-ce que ça dit de l'hypothèse amyloïde, sur lequel là aussi il y a eu énormément de débats. Et le deuxième point, c'est comment expliquer l'emballement des experts de la maladie par rapport à ces données qui, et ça a été dit par y compris les neurologues, lorsqu'ils ont du comité spécialisé de la FDA, lorsqu'ils ont eu à statuer alors, sur le premier médicament qui est l'aducanumab, qui avait eu un avis défavorable sur des résultats à peu près similaires, et pour lequel la FDA avait finalement abouti à un résultat en contradiction et qui ont démissionné. Voilà, bon, je lance le débat. Je me permettrai la parole, merci Tim. Plusieurs choses. La liste que Tim a montrée tout à l'heure, c'est une liste effectivement très importante de médicaments qui ciblaient d'une manière ou d'une autre la voie amyloïde. Là-dedans, il fallait bien voir qu'il y avait plein de médicaments qui étaient biologiquement tout à fait inefficaces. Donc il ne faut pas tout mélanger. Il y avait des médicaments biologiquement inefficaces, il y avait certains médicaments qui étaient très mal tolérés, c'était notamment, là il y en avait une très grande liste, les inhibiteurs de gamma et de bêta-sécrétase. Donc ça, on l'a très rapidement mis de côté, c'est toxique parce que ça a des effets bien au-delà du cerveau. Donc on s'est focalisé sur les anticorps anti-amyloïdes. Ensuite, il a fallu trouver quelle était la bonne cible. Parce que en fait, la biologie de l'amyloïde, elle est assez compliquée. Il y a des oligomères, il y a des fibrilles, il y a des plaques. Qu'est-ce qu'il faut cibler pour avoir un effet pertinent? Et dernière question, c'est à quelle dose utiliser ces médicaments-là aussi? Et on a vu qu'il fallait utiliser une dose biologiquement efficace qui permet d'éliminer les plaques au prix d'avoir des ARIA. Pendant très longtemps, on s'était mis à des doses qui étaient infra-ARIA parce qu'on redoutait ces effets indésirables à cause, d'il y a 25 ans, des immunothérapies actives de la maladie d'Alzheimer qui avaient eu des effets indésirables dévastateurs. Donc voilà, ce n'est pas simplement le fait d'avoir répété pendant 25 fois le même essai clinique et il y en a un qui est arrivé positif par hasard. Les essais cliniques du lecanemab, il y en a deux, une phase 2 positive, une phase 3 positive. Ce n'est pas les autres médicaments. Le donanemab, c'est la même chose, une phase 2 positive, une phase 3 positive. Donc il ne faut pas dire que ces résultats sont arrivés par hasard, je pense. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, vous parliez de l'aducanumab et de l'avis de la FDA. L'aducanumab n'a jamais montré d'efficacité clinique. Jamais. L'aducanumab, on a 2 essais cliniques
arrêtés au milieu. L'un dit qu'il y a une efficacité clinique, l'autre dit qu'il n'y en a pas, mais c'est des moignons d'essais cliniques. Il était évidemment tout à fait logique que les experts de la FDA disent sur ces données-là, on ne veut pas rembourser ce médicament. Ce n'est pas le cas du lecanemab et du donanemab, qui ont été développés jusqu'au bout avec des essais de phase 2 et de phase 3 en bonne et due forme. Ensuite, et j'ai gardé cette question pour la fin parce que c'est le nœud du problème, c'est ce fameux MCID, c'est est-ce que l'efficacité est cliniquement pertinente ? Là, on peut en discuter pendant des heures. C'est vraiment une question hyper compliquée qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Vous preniez cet exemple de... Alors, la première chose quand même qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas les industriels qui ont designé ces essais cliniques. C'est la FDA et l'EMA. Ils ont dit, à ce stade-là de la maladie, on veut des essais en bras parallèles. On veut que vous utilisiez une échelle qui mélange cognition et fonction. Elle existe, c'est la CDR et CDR-SB. Et on veut qu'il y ait une différence avec le groupe placebo qui soit d'au moins 25%. Ça, c'est ce qu'a demandé la FDA et l'EMA avant que les essais ne se fassent pour dire voilà ce qu'on considère être un médicament intéressant. Ben voilà. Le lecanemab, c'est moins 27%. Donc, effectivement, ce traitement coche les cases de l'EMA et de la FDA. Après, c'est ce qu'a dit l'EMA et la FDA, on peut s'interroger encore au-delà de est-ce que cette différence d'un demi-point sur cette échelle est cliniquement pertinente. Alors effectivement, on met souvent en avant il faut un point de différence pour que ce soit cliniquement perceptible par le médecin. Parce que ces études qui ont mis en évidence, qui associaient un point de CDR-SB sur quelque chose de cliniquement perceptible, c'est quelque chose qui est encore based sur l'avis du médecin. Or, ce n'est pas ça la définition du cliniquement pertinent. La définition du cliniquement pertinent, c'est pas ce que le médecin perçoit, c'est ce que le patient perçoit. Ça, pour le coup, c'est une question éthique. Donc déjà, ça colle pas trop. Deuxième chose, ce cliniquement pertinent, il ne peut pas être jugé sur une comparaison moyenne groupe à groupe. Ce cliniquement pertinent, il est jugé à l'échelle de l'individu. Donc la question qu'il faut se poser, c'est au sein de ces 1800 patients qui ont été randomisés, ces 900 patients qui ont été traités, combien ont eu un effet cliniquement pertinent? Et est-ce que la proportion d'effets cliniquement pertinents, un point de CDR-SB, voire même on peut même mettre une barre à 2 points, est-ce qu'il y a une différence? Il y a une différence, oui, qui est de 10 à 15% à peu près. Donc de mémoire, si on prend 2 points de CDR-SB, je crois que c'est 33% qui atteignent ce critère dans le groupe placebo versus 22% dans le groupe traité. La différence est statistiquement significative. Et ça ne peut même pas être reproché comme étant quelque chose d'exploratoire, parce qu'il s'agit d'une analyse menée sur le critère de jugement principal, avec une analyse time to event qui est pré-spécifiée dans le protocole. Donc voilà, il se passe quand même quelque chose de cliniquement pertinent. Moi, en tout cas, c'est ma conviction. Par contre, évidemment, après, on peut discuter effectivement des effets indésirables à mettre en face et discuter de la balance bénéfice-risque. Moi, ce qui m'a embêté dans la vie de la HAS, c'est qu'elle refait le procès de la balance bénéfice-risque. Moi, vous avez travaillé à la HAS, vous en direz certainement plus que moi. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas son rôle. La balance bénéfice-risque, elle a été jugée, une bonne fois pour toutes en ce qui nous concerne, par le BMA. Après, là où on peut se prononcer, c'est effectivement sur l'aspect médico-économique. Et là, on ouvre un nouveau débat. Mais l'autorisation d'accès précoce, en théorie, ne devait pas regarder l'aspect médico-économique. Et pourtant, la HAS l'a refusé. J'avoue que c'est assez difficile à entendre et à comprendre. Merci beaucoup. Est-ce que, Kevin, tu pourrais... Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose. Par rapport à l'aducanumab, il n'a pas été autorisé techniquement dans une première partie à la FDA. Il a une autorisation transitoire sur la base de il y a un effet biologique, mais il n'y a pas d'effet clinique. On vous autorise la commercialisation pendant 9 ans. Au bout de 9 ans, vous devez nous prouver qu'il y a cette efficacité-là. Et puis aujourd'hui, alors je sais pas, mais moi, Biogen, j'en entends plus parler. L'aducanumab, on n'en voit plus parler, on n'entend plus parler. Voilà. Donc, il a fait, et néanmoins quelque chose qui est très important, c'est qu'avant 2021, on voit donc l'investissement qu'il pouvait avoir voilà, que ce soit des laboratoires ou que ce soit des fortunes notables, était minime dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, et il a permis peut-être d'ouvrir la porte à sa descendance, on va dire, donc au Leqembi, au donanemab et d'autres encore qui sont en cours d'évaluation. Et par rapport à
à l'HAS et pour avoir du coup été auditionné dans le cadre de cette décision, on a eu, nous et ma collègue qui était là, plutôt la sensation d'un procès d'intention, plutôt qu'avoir quelque chose de très comment dire, une question éclairée sur qu'est-ce qui peut vraiment apporter. Et ça, pour une association de patients, c'était quand même vécu difficilement. Merci beaucoup. Dernière question ou remarque, peut-être? Comme monsieur l'évoquait fort justement, on peut saisir l'HAS si on a une remise en question d'un traitement ou autre. Vincent, tu nous as dit que ça a été ressaisi l'HAS pour les anticholinésterasiques, qui a amené au déremboursement. Mais tu nous as pas dit qui a ressaisi l'HAS et pourquoi. Et je trouve que, à la lumière de cette décision nouvelle de lecanemab, c'est important d'avoir un peu cette température, si je peux m'exprimer comme ça, de la manière dont on appréhende les traitements dans l'Alzheimer en France. Je vais essayer de ne pas dire de bêtises, pas de me faire trop d'ennemis. Il y a, comme tu le dis, une ambiance à la HAS qui peut paraître inquiétante. Du point de vue des personnes qui s'intéressent à la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce qui s'est passé en 2016 ? Il y avait une personne assez influente au sein du comité de transparence de la HAS, qu'on peut nommer, qui s'appelle Olivier Saint-Jean, professeur de gériatrie à Pompidou, qui était vice-président de la commission de transparence au moment où effectivement il y a eu une nouvelle réévaluation qui était prévue, a priori d'ailleurs, de ces anticholinésterasiques. À peu près au même moment, Olivier Saint-Jean publiait un livre grand public qui s'appelait Alzheimer, le grand leurre. La théorie d'Olivier Saint-Jean, qui est très étonnante d'ailleurs, venant d'un gériatre, c'est de dire que la maladie d'Alzheimer n'existe pas, en dehors des formes génétiques du sujet jeune, historiquement d'ailleurs définies par Alzheimer. En fait, la maladie d'Alzheimer, c'est du vieillissement physiologique. Et que finalement, c'est sans doute... Alors, il développe un argument... voilà, bref, parfois peut-être un peu complotiste aussi, en train de dire on a voulu biologiser la maladie d'Alzheimer, faire des plaques amyloïdes une véritable problématique pour pouvoir développer des traitements. Voilà. Il y avait cette ambiance-là qui était une ambiance assez particulière sur la maladie d'Alzheimer n'en est pas vraiment une. Et si la maladie d'Alzheimer n'en est pas vraiment une, pourquoi développer des médicaments pour la maladie d'Alzheimer ? Et effectivement, quand on regarde, parce qu'on peut retrouver les transcriptions des débats de l'époque et des prises de position d'Olivier Saint-Jean. Olivier Saint-Jean ne cite pas la littérature scientifique. Olivier Saint-Jean ne cite que sa propre expérience. Olivier Saint-Jean dit ces médicaments sont dangereux. J'ai des patients qui sont morts à cause des anticholinésterasiques. Il le dit. Allez les lire, ils sont toujours disponibles sur la HAS, ces transcriptions, comme si c'était parole d'évangile. C'est assez frappant, quand on connaît vraiment très bien la littérature sur les anticholinésterasiques, de voir le niveau scientifique de l'évaluation de 2016. Moi, voilà, je trouve ça problématique. Il y avait François Sellal, là, qui était l'expert neurologue qui était interviewé par la HAS. On peut encore lire, qui se fait désosser, le pauvre. Là, il ne peut rien dire, il est tout seul contre tous. Et cette ambiance, elle continue à perdurer. Quand on lit les 58 pages du rapport de l'accès précoce, on a vraiment l'impression que les chefs de projet, parce qu'il faut imaginer qu'avant la commission de transparence, il y a des chefs de projet qui s'occupent de monter le dossier, de lire la littérature, et qui déjà commencent à donner leur avis, à pré-rédiger un rapport. On a vraiment l'impression qu'il avait été décidé a priori qu'il fallait refuser l'accès précoce et qu'on allait à tout prix aller chercher tous les arguments pour ne pas donner l'accès précoce. On parlait des critères exploratoires tout à l'heure. Ils disent la qualité de vie, ce sont des échelles exploratoires, on s'en moque. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'ils disent ? Ouh là là, il y a une accélération de l'atrophie cérébrale, critère exploratoire. Ça, c'est très important. Et on le prend en compte. C'est-à-dire que les critères exploratoires contre le remboursement ont été pris en compte. Les critères exploratoires pour le remboursement n'ont pas été pris en compte. C'est un procès à charge. Et moi, je trouve qu'effectivement, ce rapport de l'HAS, cet avis de l'HAS, n'est pas biaisé vers un avis négatif. Et là encore, pour resituer la filiation... un des deux experts auditionnés par la HAS est un ancien élève d'Olivier Saint-Jean qui, là encore, devant la HAS, a expliqué que l'amyloïde était quelque chose d'anecdotique dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Et voilà, on peut se poser des questions effectivement sur la musique de fond à la HAS en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer.
Ok, merci beaucoup pour cet exposé sur la température de la HAS. Il fait assez chaud dans la salle maintenant, et c'est très bien. Non, mais à côté de ça, la HAS fait un travail extraordinaire. Hein. Je veux pas tirer à boulet rouge sur la HAS, qui fait un travail extrêmement difficile. Et la commission de transparence en particulier, parce qu'ils doivent évaluer des médicaments dans toutes les indications, pour toutes les maladies possibles et imaginables. Et c'est très difficile, mais ça veut dire aussi qu'il faut savoir communiquer de manière très claire sur les effets du médicament, y compris auprès de la HAS. Merci beaucoup. Donc, je me permets donc de faire un petit résumé de cette partie, tout en disant que il y a des conséquences très lourdes dans ces prises de décision. C'est aussi, donc, dans le cadre d'une journée scientifique, c'est assez fascinant pour un philosophe des sciences qui se régale en voyant l'enjeu des valeurs scientifiques, mais aussi surtout ces valeurs pratiques qui ont un impact très important sur la prise de décision. Même si on doit bien sûr souligner les conséquences très concrètes de ces prises de décision, avec les valeurs qui sont en jeu pour la communauté des patients et les personnes concernées par cette maladie. Alors, nous passons à une partie un peu plus technique et théorique. Notamment, le professeur Vincent Planche a beaucoup contribué à ces débats dans cette deuxième thématique. C'est les sens multiples accordés au mot Alzheimer, la maladie d'Alzheimer, la MA, souvent on voit ça en abréviation comme ça. Du coup, on n'a pas énormément de temps. On s'est beaucoup attardé sur cette première partie qui, bien sûr, fait le plus de débat. Parce que ces débats qui sont en cours dans la communauté des chercheurs ont quand même des impacts importants aussi pour les individus et pour les populations. Mais on ne fera pas forcément un exposé aussi long sur ces questions. Du coup, parlons du sens accordé au terme Alzheimer. Donc, le professeur Vincent Planche faisait référence donc à cette, on va dire, donc une espèce de, souvent dans certains milieux on a appelé ça l'alzheimerisation du trouble cognitif. Mais en fait, juste pour vous donner un petit exposé historique, qui est d'ailleurs décrit de manière assez intéressante dans cet article de Fox en 89, c'est le fait que cette maladie, lorsqu'elle a été découverte, en fait, il y a plusieurs mots qui sont employés, notamment par Fabrice Hill, pour parler d'inventer la maladie, au sens où on va donner de la signification à ces lésions dans le cerveau et au syndrome du trouble neurocognitif majeur et d'autres troubles aussi, dans le cadre d'une maladie rare qui touchait les personnes autour de la quarantaine, autour de la cinquantaine. Ce n'est pas forcément la même chose qu'on entend aujourd'hui par la maladie d'Alzheimer. Donc, on peut voir ça sur Google. Donc, cette Ngram Viewer, c'est l'usage du terme. Et en fait, on a donc une période entre les descriptions du docteur Alzheimer et d'autres collègues en Europe centrale et ailleurs, un usage rare de ce terme Alzheimer, de maladie d'Alzheimer. Et pourtant, il y a un consensus et aussi du travail de la part de certains neurologues, notamment aux États-Unis, Katzman et collègues, qui ont parlé du fait que finalement, cette distinction opérée par Alzheimer, pour faire la distinction entre ce qu'on appelait à l'époque la démence sénile, c'est-à-dire liée au vieillissement cognitif, et la maladie d'Alzheimer, finalement, c'était plus ou moins la même chose. Au moins, il y avait la même signature neuropathologique, le syndrome clinique y ressemblait beaucoup. Et donc, on entre dans une nouvelle période, c'est-à-dire la fondation des associations Alzheimer's Association aux États-Unis, France Alzheimer en 85 en France. Et donc, on a maintenant, ça donne un autre sens au terme Alzheimer, maladie d'Alzheimer. Donc, on considère donc que c'est une maladie qui est plus rare, mais une maladie qui touche à beaucoup de personnes, dans plus d'1 million en France. Donc, pour ne pas faire trop long sur ce sujet, il y a eu donc dans cette période après les années 80 une accélération des travaux en termes de diagnostic. Et je vais vous montrer maintenant pour nous les chercheurs, pour moi c'est un joli résumé visuel de ces avancées, mais vous verrez bien que là-dedans, donc c'est des collègues néerlandais qui ont réalisé cette étude des évolutions de la maladie d'Alzheimer. Donc, dans cette période associative que nous vivons, il y a eu ces critères cliniques en 84 aux États-Unis qui ont vraiment marqué
le sens de ce terme Alzheimer. Et notamment, c'était des critères cliniques qui parlaient de maladie d'Alzheimer probable. Est-ce que, monsieur Vincent Planche, tu peux nous parler de pourquoi on disait à l'époque Alzheimer probable et qu'est-ce qui a changé en fait? Donc, on voit qu'il y a une explosion d'activité avec des acronymes en 2007. Et qu'est-ce qui a changé? C'est l'arrivée de quoi qui a finalement fait changer ce changement d'un travail, on va dire, qui est fondé vraiment sur la clinique et une nouvelle activité à partir de 2007? Merci Tim, je pourrais passer des heures aussi, j'essaie d'être rapide, mais historiquement la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce que c'est? Alois Alzheimer, 1905, qui décrit le cas d'Augusta Deter, une patiente jeune, 51 ans, qui a des troubles cognitifs très diffus, de gros troubles psychocomportementaux, phénomènes psychotiques, et qui, dans la plus pure tradition de la méthode anatomoclinique, a pu récupérer le cerveau de cette patiente et a pour la première fois décrit ce qu'on appellera plus tard les plaques amyloïdes et les lésions de dégénérescence neurofibrillaire. Donc, historiquement, la maladie d'Alzheimer, c'est une entité clinico-pathologique. Et globalement, pour faire un diagnostic de certitude de maladie d'Alzheimer, il faut prendre le cerveau et mettre en évidence les lésions de la maladie. En 1984, effectivement, arrivent les premiers critères internationalement reconnus de maladie d'Alzheimer, des critères cliniquement probables, parce qu'en fait, ils essayent de mettre un faisceau d'arguments cliniques, quelques éléments paracliniques très très rares. En 1984, il n'y a pas encore l'IRM dans les hôpitaux français. Et donc, un diagnostic cliniquement probable avec lequel on savait que on avait à peu près 70% de chances d'avoir raison quand on annonçait une maladie d'Alzheimer, mais ça pouvait être autre chose. Évidemment, il y a une très belle étude de 2012 qui a montré la sensibilité, la spécificité de ces critères de 1984 pour faire un diagnostic de maladie d'Alzheimer certaine sur l'aspect neuropathologique. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit qu'il y a à peu près 60% de spécificité. Donc c'est vraiment très très mauvais. Ces critères n'étaient pas suffisants. Les critères n'étaient pas suffisants parce qu'en fait, il y a plein d'autres choses, plein d'autres maladies qui peuvent donner les mêmes symptômes. Et ce qui a vraiment changé au début des années 2000, c'est qu'on a commencé à avoir des biomarqueurs de ces lésions amyloïdes et tau dans le cerveau des patients. Donc on commençait à être capable du vivant du patient, et pas être obligé d'attendre son décès, du vivant du patient. On pouvait mettre en évidence ces anomalies amyloïdes et tau. Et avec le temps, on s'est dit qu'effectivement, si on ajoutait ces arguments biologiques à ces arguments cliniques, on allait se rapprocher d'un diagnostic, pas de certitude, mais même de quasi-certitude aujourd'hui, en tout cas avec des sensibilités, des spécificités à 95%, ce qui est excellent. Et puis, les gens ont commencé à réfléchir, et notamment l'Alzheimer Association aujourd'hui, qui se dit, en fait, la clinique, on s'en moque. La clinique, on s'en moque. Finalement, la maladie d'Alzheimer ne devrait reposer que sur une définition biologique. Si vous avez de l'amyloïde et de la tau dans votre cerveau, et même si vous avez finalement simplement que de l'amyloïde, on peut dire que vous avez une maladie d'Alzheimer. Parce que l'argument de l'Alzheimer Association, c'est que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui se développe de manière extrêmement lente et qu'il existe, et effectivement ça a été assez bien montré ces dernières années, une phase avant les symptômes qui peut durer sans doute 10 à 15 ans, pendant lesquels petit à petit s'agrège de l'amyloïde, s'agrège de la protéine tau, qui in fine va engendrer les symptômes. Pour l'Alzheimer Association, il y a un chemin causal et déterministe de la première plaque amyloïde jusqu'à l'EHPAD, pour faire simple. Et donc, si on commence à accumuler des plaques amyloïdes, si on vieillit suffisamment longtemps, on aura une démence. Et ça, globalement, en face, il y a l'IWG qui n'est pas tout à fait d'accord avec ça, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de données scientifiques qui montrent que ce n'est pas si déterministe que ça. On peut avoir des plaques amyloïdes dans son cerveau et ne jamais rentrer dans cette cascade physiopathologique avec l'agrégation de beaucoup de protéines tau, de la dégénérescence et de la démence. C'est pour ça que l'IWG reconnaît tout à fait le fait qu'avoir des plaques amyloïdes dans son cerveau, il vaut mieux pas en avoir, et en fait un facteur de risque de démence. D'accord ? Quelqu'un qui est cognitivement sain et qui a des plaques amyloïdes plein le cerveau, il est à risque de maladie d'Alzheimer selon l'IWG, et il a déjà une maladie d'Alzheimer selon l'Alzheimer Association. Ça peut paraître être une nuance sémantique, mais tu reviendras peut-être dessus, Tim, ça a des conséquences assez importantes. Voilà, on avait proposé un schéma comme celui-ci avec Nicolas Villain. C'est qu'il existe, là on les a mis en bleu, certainement
des patients qui ont une forme un petit peu latente de protéinopathie amyloïde, des plaques amyloïdes qui n'évolueront jamais vers rien de cliniquement pertinent. Et d'autres qui évoluent là sur les voies jaunes et rouges, et d'autres qui enclencheront cette cascade physiopathologique qui les conduira vers des symptômes. C'est pour ça que l'IWG considère encore aujourd'hui que le diagnostic de maladie d'Alzheimer, c'est une entité clinico-biologique. Il faut des symptômes, même légers, évocateurs de début de maladie d'Alzheimer, associés à des biomarqueurs. Et donc, imaginons donc, dans un cas de quelqu'un qui serait, donc, comme on dit, amyloïde positif, donc, d'autres collègues de l'IWG ont parlé de la manière dont on pourrait, en fait, donc ces deux catégories, c'est-à-dire, quand on parle, donc, dans les derniers critères de l'IWG, il y a donc une minorité de personnes qui sont finalement des cas présymptomatiques. Parce que, en fait, quel est le critère pour savoir, en fait, donc, il peut y avoir deux personnes, tous les deux ont de l'amyloïde dans leur cerveau. Pourquoi il y aurait une personne qui serait, on dit, asymptomatique à risque et qui ne va pas déclencher une maladie clinique, et pourtant d'autres personnes, on peut dire, ah oui, ça c'est un cas présymptomatique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre le bleu, le passage du bleu au jaune et rouge? C'est une question très importante parce qu'en filigrane se pose la question éventuellement de l'intervention thérapeutique. On vient de parler des anticorps anti-amyloïdes. Évidemment, dans l'idée, dans la philosophie de ces médicaments-là, on veut traiter le plus précocement possible pour appuyer sur la pédale de frein le plus tôt possible. Et pourquoi pas avant même d'avoir les premiers symptômes. Donc finalement, certains pensent que le meilleur moment pour éliminer les plaques amyloïdes du cerveau, c'est pas quand les patients sont au début de la maladie symptomatique, c'est même avant, pour qu'ils ne développent jamais de symptômes. Ça paraît assez cohérent comme hypothèse. Mais cela dit, évidemment, si on commence à donner des anti-amyloïdes à tout le monde, y compris à ceux qui ne développeront de toute façon jamais de symptômes, bon bah bof. Alors, est-ce que parmi ces gens-là, les amyloïdes positifs cognitivement sains, est-ce qu'on peut isoler un petit groupe qui est à très haut risque, à très 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 haut risque, de développer des symptômes à court terme? Ces patients-là, l'IWG a bien voulu les appeler Alzheimer présymptomatique. C'était le gros changement de 2024 dans les critères IWG, toujours dans cette philosophie d'ancrage à la clinique. C'est-à-dire, OK, l'IWG a dit, alors, voilà, je fais partie des co-auteurs, donc je peux vous en parler assez facilement. Ce qu'on a dit, c'est, OK, on veut bien les appeler Alzheimer, même s'ils n'ont pas de symptômes, parce que chez ces gens-là, je sais qu'ils vont développer des symptômes à court terme ou à moyen terme, c'est-à-dire en gros dans les 5 ans. D'accord ? Donc là, on veut bien les appeler présymptomatiques, parce qu'on sait qu'ils vont, avec quasi-certitude, développer des symptômes dans les 5 ans. Et ces gens-là, qui sont-ils ? C'est notamment des gens qui ont un cocktail de biomarqueurs très particuliers, notamment par exemple être amyloïde positif et avoir une TEP-tau positive, notamment dans des régions néocorticales. Alors, il n'y a pas si longtemps, on pensait que c'était impossible d'être cognitivement sain avec de la tau plein le néocortex. En fait, on sait que certains patients y arrivent probablement parce qu'ils ont des réserves cognitives extraordinaires, mais on sait que ces gens-là, asymptomatiques avec de la tau plein le néocortex, vont développer des symptômes très rapidement parce que leurs mécanismes de compensation vont s'effondrer. Donc ces gens-là, on les appelle Alzheimer présymptomatiques, et c'est probablement ces gens-là à qui il faudrait peut-être demain proposer des thérapeutiques disease modifying avant même qu'ils aient des premiers symptômes pour qu'ils n'en aient, pourquoi pas, jamais. Merci beaucoup. Ça reste ancré sur la clinique. Sur la clinique. Ok. Je voulais juste faire une petite parenthèse parce qu'en fait, vous avez peut-être, donc notamment si vous ne travaillez pas dans ce domaine en particulier, j'ai parlé de consensus pluriel. Il y en a 3. C'est-à-dire, il y a donc le groupe de l'Alzheimer's Association, maladie biologique. C'est-à-dire, on est biomarqueur positif, on a ces biomarqueurs dans le cerveau, on est sur la voie de la maladie, de manière déterministe. L'IWG, dont Vincent fait partie, plutôt des neurologues qui s'intéressent à la pratique clinique, qui veulent des critères utiles pour leurs patients. Et on n'est pas forcément dans une logique de ciblage uniquement. C'est vraiment la prise en charge clinique aussi, et aussi les fins de la recherche. Mais il y a quand même, je pense que vous êtes probablement, si vous vous intéressez à cette thématique, vous avez peut-être vu même ces courbes qui s'appellent les Livingston Curves, et aussi un groupe d'experts internationaux aussi qui parle de démentia. Donc j'ai parlé de cette nouvelle entité qui, en fait, s'appuie sur cette relation plus probabiliste entre ces marqueurs, le fait que ce ne soient pas des marqueurs déterministes de la maladie. L'éthologie n'est pas claire, c'est pas comme le VIH et le SIDA où il y a un consensus scientifique autour de leur caractère déterministe.
on a bien vu ça avec cette distinction entre les deux groupes d'experts. Mais il y a aussi cette groupe qui fait partie des Lancet Commissions. Donc, vous cherchez Livingstone et collègues au Lancet Commission Dementia. Donc, ici, là, on s'éloigne même de la catégorie Alzheimer. Et ça pourrait même faire partie de certaines références auxquelles Vincent a fait alluder avant. L'idée qu'en fait, finalement, le statut même du mot Alzheimer, qu'en est-il? Et en fait, donc, il y a un groupe d'experts qui assume le fait de parler de démentia, de tous les types de démentia, toutes les éventuelles contributions au déclin cognitif et aux troubles neurocognitifs majeurs. Donc, ils assument cette prise de position. Qu'est-ce que ça leur permet de faire? Ça leur permet de ratisser large vis-à-vis de la cause. En fait, on s'éloigne vraiment d'un schéma causal au sens classique et on va vers vraiment le rôle croissant du risque qui est notamment compris dans les critères de l'IWG, il ne faut pas oublier ça, mais on parle d'une autre entité, on parle de démentia et Alzheimer, plutôt qu'Alzheimer, parce que justement, il y a cet argument. Voilà, les biomarqueurs amyloïdes et tau indiquent un risque de progression vers la démentia type Alzheimer, mais la plupart des personnes avec des capacités cognitives normales et présentant uniquement ces biomarqueurs ne développent jamais la maladie. Et ce qui est rendu implicite dans cette vision plus large, dans une vision qui va vraiment vers la santé publique maintenant, c'est l'idée qu'en fait, il y a des facteurs de risque non spécifiques. Ce n'est pas comme l'amyloïde et la protéine tau qui ont quand même un taux de spécificité élevé pour la maladie d'Alzheimer. On parle de scolarité, donc avoir une scolarité moins réussie en début de vie, au cours de la vie, donc c'est la perte d'audition, le cholestérol, la dépression, les traumatismes crâniens, inactivité physique, diabète, tabagisme, hypertension, obésité, alcool, et en fin de vie, l'isolement social, la pollution de l'air, la perte de vue, pardon. C'est donc, on va dire, si la société arrivait à prendre en charge, vraiment à éliminer ces facteurs de risque, alors dans ce cas, il y a peut-être 40% des cas de démentia, tout confondu, qui seraient éventuellement, en fait, on pourrait prévenir ces cas. Et donc, là, en fait, juste pour terminer cette partie, les questions que j'aurais pour nos intervenants, c'est comment est-ce que le milieu associatif appréhende cette distinction? Et comment est-ce qu'on pourrait avoir une vision peut-être plus claire de, par exemple, la manière dont ces facteurs de risque pourraient interagir avec ce concept sur la maladie d'Alzheimer dans toute sa spécificité? Voilà. Alors, pour l'association, on se range bien entendu plutôt du côté donc, du groupe de travail international, donc l'IWG. Je pense que c'est important de rappeler que c'est international parce que contrairement à l'Alzheimer Association, ça ne va pas être une vision qui va être cristallisée éventuellement par un type de communauté scientifique, que s'il n'y a pas de symptômes, s'il n'y a pas de plainte cognitive, en général, il n'y a pas de malade. On ne va pas, en tout cas nous, France Alzheimer, c'est quelque chose qui colle beaucoup plus avec l'identité de l'association. On va accompagner des gens qui ont des troubles, qui ont des plaintes et qui ont besoin d'aide. Une personne qui, bien entendu, peut être Alzheimer présymptomatique ne va au final trouver que très peu de réconfort possible auprès de notre association, si ce n'est si elle a connaissance, et c'est pour ça que le diagnostic précoce est très important, et avoir cette possibilité éventuellement de définir qu'une personne est Alzheimer présymptomatique, au sein d'une association, on va pouvoir voir comment la maladie va pouvoir évoluer, comment je vais pouvoir me faire accompagner et du coup anticiper son parcours de soins. Par contre, donc, le point qui est au final pour nous le plus important, vu que la France Alzheimer n'a pas de visée clinique, on est là sur de l'accompagnement, on est là sur plutôt tout ce qui va être intervention non médicamenteuse, et là où on ne peut pas permettre de guérir la maladie, de toute façon, même les traitements aujourd'hui ne permettent pas de le guérir, simplement de la ralentir dans le meilleur des cas, ça va être de la prévenir. Et pour la prévenir, c'est jouer sur deux choses, soit venir du coup améliorer tout ce qui est facteur protecteur. Donc les facteurs protecteurs, c'est bon, globalement, c'est
vivent correctement. Hein. En vrai, c'est un peu les mêmes pour toutes les maladies, si ce n'est tout ce qui va être stimulation cognitive, qui va être un peu plus spécifique aux maladies, donc dementia, donc maladies neurodégénératives, aux maladies qui vont impacter du coup le cerveau, mais sinon ça va être une activité physique correcte, etc. Et donc de l'autre côté, ça va être agir sur les facteurs de risque. Donc il y a des facteurs de risque qui sont parfois étonnants et sur lesquels on peut au final agir très facilement. On pense aux troubles de l'audition, combien de personnes vont mettre un peu de côté, bon bah j'entends un peu moins bien d'une oreille, c'est pas grave, je vais laisser traîner. Et en fait on se rend compte que c'est l'un des facteurs de risque les plus importants à l'âge adulte, sur lesquels il est très facile de pouvoir agir parce qu'on peut très bien appareiller maintenant, et surtout que, bon ok, on n'a pas forcément envie de se balader avec un AirPod en permanence sur les oreilles. Mais maintenant, il y a des choses très discrètes qui se font et qui vont permettre, on peut voir, je crois que c'est de l'ordre de 7%, donc de réduire de 7% le taux d'apparition de maladies neurodégénératives, en tout cas de maladies responsables de troubles neurocognitifs majeurs, pas forcément Alzheimer. Et ça, plus on va dire la sédentarité, plus agir sur son diabète, plus agir sur son hypertension artérielle, etc. Au final, plein de facteurs de risque qu'on retrouve dans pléthore de maladies chroniques, souvent donc avec l'âge comme ayant une incidence importante, et on va être capable peut-être de s'en préserver, ou peut-être aussi de ralentir l'apparition des premiers symptômes. Les symptômes les plus handicapants, ça va être tout ce qui va toucher la perte d'autonomie. Et au final, si on arrive à une situation où on est malade d'Alzheimer, où la maladie commence à 90 ans, on peut peut-être se dire que déjà c'est une première victoire dans le contexte actuel. Donc c'est pour ça que nous, on met vraiment en avant tout ce qui peut être mis en place en facteur de prévention pour venir agir sur ces facteurs de risque, donc qui ne sont pas génétiques, parce que de toute façon la génétique, on n'a pas de poids dessus, et puis derrière venir encourager les facteurs protecteurs pour essayer de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Merci. Du coup, ma question, Vincent, c'était donc... Ouais, tu te souviens de ma question? Oui. C'était de la manière dont, en fait la coexistence de cette nouvelle entité scientifique, qui n'est pas dans une espèce de négationnisme de la spécificité clinique de maladie d'Alzheimer, mais finalement, quand on parle des démentias de manière aujourd'hui, et quand on parle de la maladie d'Alzheimer, on ne parle pas exactement de la même chose. Il y a cette éventuelle séparabilité des deux aspects. Comment est-ce que, par exemple, même, ou bien dans ta propre vision scientifique ou dans la vision de l'IWG, sur la manière dont cette compréhension-là du problème de santé publique de la démence et des troubles neurocognitifs majeurs dans une population vieillissante, comment est-ce que ça s'articule face aux critères très, plus stricts, disons, de l'IWG, qui sont là pour la clinique? Comment est-ce que ces connaissances coexistent dans la communauté? Je trouve qu'ils coexistent très très bien et qu'il ne faut pas les opposer, ils sont tout à fait complémentaires. Ça dépend de notre niveau d'action. Si vous êtes médecin de santé publique, la maladie d'Alzheimer en particulier, c'est peut-être pas ça le gros problème. Le gros problème, évidemment, c'est la démence, c'est la dépendance. Donc, globalement, pour l'épidémiologiste, pour le médecin de santé publique, la cause, c'est peut-être pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est la conséquence, c'est la dépendance. Comment je prends en charge la dépendance et comment je peux prévenir la dépendance. Et effectivement, un très grand nombre de causes de démence qui ont des facteurs de risque communs. Donc ça s'opérationnalise très très bien comme ça sur le plan de la santé publique. Par contre, dans le secret de la consultation, dans le bureau de consultation face à un individu, là, la population, c'est plus tellement le problème. Et là, c'est évidemment très important de faire un diagnostic le plus précis possible, parce que toutes ces causes de démence ne se prennent pas en charge de la même manière à l'échelle de l'individu. On ne prend pas en charge une maladie d'Alzheimer comme on prend en charge une maladie à corps de Lévy, comme on prend en charge une démence vasculaire, comme on prend en charge une neurosyphilis, comme on prend en charge une hydrocéphalie chronique de l'adulte. Donc, à l'échelle de l'individu, il est essentiel d'avoir un diagnostic plus précis que celui de démence, qui n'est pas un diagnostic de maladie, mais un diagnostic syndromique. Et voilà, et je pense que tout ça s'articule quand même relativement bien. Merci beaucoup, parfait. Plutôt pour terminer, parce qu'on a vraiment peu de temps, je vais laisser les questions peut-être juste pour la fin, si ça vous va. Du coup, on parlera de cette dernière partie, l'arrivée du biomarqueur sanguin, c'est-à-dire la possibilité d'avoir cette aide au diagnostic ou à la confirmation du diagnostic via les prises de sang. Donc, il y aura bien sûr une partie un peu technique pour
Parce que justement, la définition clinico-biologique, même dans sa terminologie, témoigne d'une vraie complexité, et c'est tant mieux pour les patients. Mais pour nous qui essayons de comprendre ces pratiques diagnostiques, il peut y avoir des détails vraiment à prendre en compte. Du coup, on fera ça assez brièvement. Avec cette diapositive, j'ai bien peur de ça. Oui, en effet, désolé. Alors, pardon, donc, les références se trouvent sur la prochaine diapositive. Donc, c'est bien sûr le travail de Bruno Dubois et collègues dans ces deux diapositives, le papier du IWG de 2021 et un papier de 2023 sur les biomarqueurs. C'est le professeur Bruno Dubois à l'ICM, à l'IM2A à Paris, qui est le lead author, on dit, c'est le premier auteur sur les papiers de l'IWG, et qui fait ce travail, donc c'est le travail qui est fait en France et ailleurs, sur la spécificité du syndrome clinique et toute son expression on a vu le mot corroboration de la part des biomarqueurs. Monsieur le professeur, serait-il possible de résumer l'esprit qui souffle cette complexité pour cette entité? Alors, l'esprit qui souffle, c'est toujours le même. C'est d'essayer de deviner, si je puis dire, de diagnostiquer du vivant du patient. Est-ce que oui ou non, il a bien une maladie d'Alzheimer? Est-ce que oui ou non, ces symptômes, ce qui le gêne aujourd'hui, est bien en lien avec ce qu'on appelle aujourd'hui une maladie d'Alzheimer de manière consensuelle, c'est-à-dire beaucoup de plaques amyloïdes et beaucoup de protéines tau dans son cerveau. Et pour ça, il y a deux choses qui sont très importantes. Il y a la clinique d'une part, parce que la maladie d'Alzheimer, ça ne donne pas tous les symptômes possibles et imaginables. Ça a des présentations cliniques très évocatrices, c'est ce qui a marqué ici, le syndrome amnésique d'allure hippocampique, l'atrophie corticale postérieure, donc des présentations plutôt neurovisuelles de maladie d'Alzheimer, et une présentation plutôt aphasiante. Ces symptômes-là, quand on les identifie, on est déjà sur la piste de maladie d'Alzheimer, ce qui fait qu'il y a une probabilité pré-test, pré-biomarqueur, qui est déjà assez forte que ce soit ça. Et si on rajoute un biomarqueur positif là-dessus, alors on a un diagnostic qui se rapproche d'un diagnostic de quasi-certitude. Et ça, c'est important de le dire aussi, parce que c'est le risque impliqué par une surutilisation des biomarqueurs, c'est que si je fais des biomarqueurs à tout le monde, alors que le contexte clinique n'est pas identifié, chez une personne que j'ai mal examinée, chez une personne qui a des troubles cognitifs qui ne sont pas très évocateurs de maladie d'Alzheimer et autre chose, il y a un risque de faux positif, donc d'erreur diagnostique très importante si on utilise le biomarqueur dans ce contexte-là. Donc les biomarqueurs nous aident qu'à condition d'avoir déjà bien travaillé sur le plan clinique au préalable. Je pense que c'est un message important à faire passer. Le diagnostic de maladie d'Alzheimer, ce ne sera jamais simplement une prise de sang. Pour les raisons conceptuelles qu'on a abordées tout à l'heure, on ne peut pas simplement définir la maladie d'Alzheimer sur la biologie, mais aussi, si on fait une prise de sang en dehors d'un contexte spécifique clinique, les faux positifs seront légion, c'est-à-dire que la prise de sang positif ne voudra pas forcément dire qu'il y a authentiquement des lésions de maladie d'Alzheimer dans le cerveau. Ok, très bien. Du coup, on y arrive. C'est donc cette dernière catégorie en dessous à droite, là. En bas à droite, c'est blood-based biomarkers, les biomarqueurs plasmatiques sanguins. Donc, voilà, les références. Donc, c'est bien sûr les travaux de Bruno Dubois. Donc, cette année, donc la FDA a autorisé quand même, donc malgré ces réserves, qui sont liées à ces questions de définition, la FDA aux États-Unis a néanmoins donc, autorisé le premier test sanguin de diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Et pourtant, donc, comme l'a dit notre cher professeur Vincent Planche, la clinique d'abord. Donc c'est bien, donc l'IWG dit clinico-biologique ou clinical biological pour des raisons. Donc la clinique d'abord. Pour ce faire, Vincent travaille dans le cadre d'une cohorte française qui s'appelle Memento, qui est une cohorte nationale qui s'inscrit dans le plan national Alzheimer 2008-2013. Et c'était la mesure 29 qui a prévu la constitution d'une cohorte de patients français ayant des signes cliniques pouvant évoquer une forme débutante de la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Du coup, dans cette cohorte, qui est menée par les docteurs Caro Dufuil et Geneviève Chen à Bordeaux, ici à Bordeaux, sur place, à l'ISPED et au CHU de Bordeaux. Donc, cette cohorte nous a donné des indications sur, par exemple, l'éventuelle utilité de ces biomarqueurs sanguins. Donc, Vincent, de l'étude,
donc vous avez dans cette étude où il y a plus de 2300 patients, dans cette cohorte de patients suivis en clinique, les biomarqueurs sanguins peuvent être de bons indicateurs de la pathologie sous-jacente, c'est-à-dire grâce à la prise de sang, on a des indications sur ce qui se passe dans le cerveau, mais n'apportent que peu d'informations supplémentaires vis-à-vis des modèles qui existent déjà. Donc, en fait, finalement, en résumé, quel est le sens, donc, quel est l'apport de ces biomarqueurs sanguins? Alors, ce papier, c'est un papier de prédiction du déclin. Ce n'est pas une question de diagnostic. Je pense qu'il faut bien séparer les deux questions. Oui. Les biomarqueurs apportent beaucoup en termes de précision diagnostique s'ils sont bien utilisés. Comme je disais, diagnostic cliniquement probable, on va avoir 60% de spécificité et 70% de sensibilité. On va avoir 95% de sensibilité et de spécificité avec les biomarqueurs. Donc pour le diagnostic, c'est redoutable. Par contre, en termes de pronostic, en fait, on se rend compte que aujourd'hui, les meilleurs marqueurs d'évolution, parce que c'est une question qu'on nous pose très rapidement après l'annonce du diagnostic, c'est comment ça va évoluer, à quelle vitesse ça va évoluer. Et aujourd'hui, il faut bien dire qu'à l'échelle individuelle, on est un petit peu démunis pour répondre aux patients et à leur entourage. Effectivement, la maladie d'Alzheimer a une grande hétérogénéité d'évolution. Est-ce qu'il y a des critères de prédiction d'une évolution plus ou moins rapide? C'est ce que montre ce papier. Finalement, ce n'est pas ces biomarqueurs qui apportent beaucoup d'informations pour savoir qui va évoluer rapidement pendant les 5 ans. Ce qui apporte le plus d'informations, ça reste encore la clinique, et notamment dans ce papier, les scores de mémoire chez les patients qui ont un trouble cognitif léger. Très bien. Mais une chose que je trouve assez pertinente, c'est que finalement, même en Europe, partout dans le monde, ce critère de time to diagnosis, c'est-à-dire combien de temps il faut attendre pour avoir un diagnostic confirmé, une méta-analyse récente qui regroupe 10 études partout dans le monde a montré que la durée moyenne de time to diagnosis, le temps d'attente pour le diagnostic confirmé, pour tous les types de démentia, était de plus de 3 ans, 3 ans et demi. Et dans le cas des maladies précoces, c'est-à-dire les formes souvent rares et familiales, c'est encore plus long. Et du coup, je me suis dit que finalement, est-ce que ça ne pourrait pas être un but souhaitable de la prise de sang, de réduire ce temps de diagnostic? C'est un peu la question que je pourrais avoir. C'en est un, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un but tout à fait souhaitable. Je pense que la prise de sang, à condition que là encore, elle soit bien utilisée avec des arguments cliniques préalables, va sans doute permettre aussi un petit peu de démocratiser, entre guillemets, ce diagnostic clinico-biologique, parce qu'aujourd'hui, l'accès aux biomarqueurs, c'est quelque chose de compliqué. Moi, je travaille dans un CHU, les ponctions lombaires, je les fais 3 bureaux à côté du mien, donc c'est très facile de faire pour moi une ponction lombaire. Par contre, effectivement, pour des collègues libéraux, pour des collègues gériatres qui travaillent dans des consultations mémoire un petit peu isolées, ils n'ont pas ce plateau technique pour faire des ponctions lombaires. La prise de sang leur permettra sans doute d'avoir de plus en plus de diagnostics clinico-biologiques, de diagnostics plus certains de maladies d'Alzheimer pour optimiser la prise en charge des patients. Parce que ce qui est important de se dire, il y a beaucoup de gens qui disent « mais à quoi bon ? À quoi bon faire un diagnostic précis ? À quoi bon faire un diagnostic précoce si on n'a pas d'immunothérapie anti-amyloïde ?» Parce que finalement, c'était ça aussi il y a 5 ans. Il y a quand même une littérature très intéressante, notamment sur la TEP amyloïde, parce qu'il a fallu faire beaucoup de papiers d'impact sur l'utilisation de la TEP amyloïde pour que ce soit remboursé, parce que ça coûte cher, parce que c'est mis sur le marché comme un médicament, puisqu'on injecte un traceur. Et ces études d'impact avec la TEP amyloïde ont montré que l'utilisation de la TEP amyloïde, mais c'est valable pour tous les biomarqueurs, permettait de vraiment transformer la prise en charge des patients. Ça modifiait drastiquement les traitements psychotropes qui étaient prescrits, que le résultat soit positif ou négatif, parce qu'évidemment, le clinicien va potentiellement changer de diagnostic. Ça modifie les psychotropes qui sont prescrits. Ça a tendance à retarder l'institutionnalisation des patients. Il y a même un papier de nos collègues d'Amsterdam qui ont montré que ça permettait de diminuer aussi la mortalité à 5 ans des patients, parce qu'un diagnostic précis, précoce, permet d'optimiser la prise en charge, même sans traitement étiologique et comme les immunothérapies anti-amyloïdes. Okay. Donc juste avant de passer de la parole à Kevin pour parler de la manière dont, et pour terminer, avec la manière dont le monde associatif aborde la question des biomarqueurs sanguins, juste une étude intéressante sur le fait que en fait, finalement, on a beaucoup travaillé, donc je parlais de l'accélération de la recherche, donc il y a beaucoup de papiers sur ces biomarqueurs sanguins, et pourtant, avec des lacunes, non, des gaps. Malheureusement, les études sur les bénéfices pour les patients font défaut, parce qu'il y a bien sûr le risque, parce qu'il
ici, notamment en France, grâce à des chercheurs comme Vincent Planche et grâce au travail fait par les associations, on a quand même une vision assez équilibrée de ce que ça veut dire, la maladie d'Alzheimer. On reste quand même dans cette dimension clinico-biologique. Mais imaginez un monde dans lequel on met ensemble la disponibilité, notamment dans un système de santé qui met l'accent sur l'accès aux soins, comme les États-Unis, pas forcément pour le remboursement et l'accès universel, mais plutôt l'accès payant. Vous avez vraiment la possibilité d'avoir plein de cas diagnostiqués de maladie d'Alzheimer biologique, avec des gens qui ne vont jamais développer la maladie clinique dans une vie d'espérance de vie normale. Et donc, on va dire qu'il y a un travail sur les capacités techniques qui ne s'accompagne pas forcément toujours d'une réflexion sur l'intérêt des patients. Mais grâce à la définition clinico-biologique, on reste bien fondé dans ce regard sur la pertinence clinique. Et ce n'est pas forcément le cas partout. Je voulais juste souligner cet aspect. Mais finalement, la question, quand on regarde les guidelines donnés par l'Alzheimer's Association qui prônent cette définition biologique, dans les faits, les guidelines concernent la détection de la pathologie amyloïde chez les patients présentant un trouble cognitif objectif. Donc, du coup, ces débats très vifs dans la communauté, notamment ce travail très poussé de la part de beaucoup de neurologues français et internationaux, finalement, dans la pratique, cette entité biologique n'aurait pas l'impact mondial auquel on pourrait penser, c'est-à-dire on imaginait un monde dans lequel tout le monde peut aller acheter des biomarqueurs sanguins pour se faire dépister, justement. C'est la question que je voulais poser donc à Kevin. Donc, juste pour terminer, la question de la différence entre les dépistages et les diagnostics. Alors, vous avez sans doute pu voir dans les médias il y a quelques mois, voilà, ça y est, les États-Unis ont autorisé le premier test sanguin pour dépister la maladie d'Alzheimer. Donc j'avais reçu ça dans boîte mail le matin. Donc je dis waouh, ça y est, c'est quand même une sacrée avance. Hein. On n'a pas de test sanguin pour faciliter le diagnostic et d'un coup sort un test de dépistage. Donc bien entendu, ils avaient mal traduit ou mal compris l'article original. Donc on était bien dans un test sanguin à visée diagnostique, donc comme indiqué dans la diapo précédente. Donc simplement un test sanguin pour aider au diagnostic lorsqu'on a des troubles cognitifs avérés chez un individu. Et rien que ça déjà, c'est déjà une belle avancée. Pouvoir, comme l'a dit le professeur Planche, pouvoir démocratiser cet accès au diagnostic dans le cas d'un individu présentant bien entendu des troubles cognitifs, c'est un outil exceptionnel. Beaucoup, nous, au sein de nos associations, ne veulent pas franchir le pas de la ponction lombaire parce qu'il y a toujours je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un pour qui ça s'est mal passé. On a aussi donc certains retours de praticiens qui n'apprécient pas de faire une ponction lombaire, donc avoir accès à un test sanguin qui serait bien entendu jumelé avec, pourquoi pas un TEP, pourquoi pas, ça c'est obligatoire, une imagerie, mais bien sûr toujours encadré avec cette présence objective et quantifiable de troubles cognitifs, c'est extrêmement, extrêmement important. J'aimerais préciser aussi que on a eu la chance de pouvoir financer différents projets autour de la prise de sang, qu'il y a du coup certaines initiatives qui sont faites pour avoir cette visée pronostique, avoir cette visée de dépistage de la maladie basée sur une ribambelle de biomarqueurs, je crois que c'est 18 différents et surtout non cérébrales pour être capable de savoir si un individu a plus de risques qu'un autre pour évoluer dans la maladie. Est-ce qu'au final, ce ne serait pas un outil intéressant de partir sur quelque chose donc, qui ne va pas être extrêmement spécifique, mais peut-être simplement dire, écoutez, avec votre prise de sang, vous êtes, par exemple, imaginons chez un individu qui aurait lié à l'âge, peut-être présenterait un risque plus important, passé 60 ans, et de dire sur la base de cette prise de sang, peut-être vous aurez des biomarqueurs qui pourraient témoigner d'une fragilité, d'une sensibilité et de l'orienter l'individu vers un parcours de soins directement pour peut-être voir dedans s'il n'y a pas des choses à mettre en place. Et aussi, on a tendance vraiment à beaucoup se focaliser sur la protéine amyloïde. Il faut savoir que des personnes qui prennent des maladies d'Alzheimer et qui ne présentent pas d'amyloïdopathie, ça existe également. Et c'est pour ça que tout le focus sur l'amyloïdopathie n'est pas forcément une panacée
menacée et qu'on a la nécessité d'explorer différentes choses. Et pour terminer, alors je m'excuse, j'étais en train de regarder des messages sur ma montre, une petite en avant-première, du coup, la Commission européenne a autorisé la commercialisation en Europe donc d'un deuxième traitement, le donanemab, donc nom de commercialisation le Kisunla, et voilà, donc ça vient de tomber, l'information est toute chaude. Voilà. Merci beaucoup pour ces nouvelles et merci à nos deux intervenants. Est-ce qu'il y a une question, un commentaire peut-être? On va se donner encore 6 minutes, on réduira la pause à 15 pour ne pas empiéter sur le temps de la session suivante. Mais est-ce qu'on peut prendre une question peut-être, si vous, ou un commentaire, et poursuivre les débats ensuite pendant la pause? Eh bien, dans ce cas-là, Léo, vas-y. Oui, alors, bon, merci beaucoup, Tim, pour l'animation. C'était vraiment très clair. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'était vraiment assez inédit d'avoir un panel comme ça de discussion. Merci beaucoup. C'est vraiment appréciable. Moi, j'ai une question. Alors, bon, peut-être à tous les trois. Vous avez beaucoup insisté sur la nécessité de comprendre la maladie d'Alzheimer comme une construction clinico-biologique. J'aimerais mettre un petit peu de complexité là-dessus, dans le sens où se pose donc la question de la fiabilité d'une intervention thérapeutique à propos de cette construction clinico-biologique. Et en épistémologie, en philosophie des sciences, on a l'habitude de comprendre la fiabilité comme un équilibre difficile à atteindre, mais en tout cas un équilibre qu'il faut atteindre entre deux critères, un critère de robustesse, ce que vous appelez la robustesse biologique, voilà, des critères biologiques, des biomarqueurs par exemple, la présence de biomarqueurs, et la pertinence, vous avez parlé de pertinence clinique. Voilà. Et donc la fiabilité est finalement ce curseur que l'on cherche entre la robustesse biologique et la pertinence clinique. La question que je pose, c'est qui met ce curseur, qui décide que ce curseur il est équilibré? Et voilà. Et peut-être que parfois ce curseur il est trop vers la robustesse biologique, pas assez vers la pertinence clinique. Parfois il est trop vers la pertinence clinique, pas assez vers la robustesse biologique. Et donc ma question c'est comment mettre en démocratie l'idée que ce curseur doit être équilibré et comment le définir? Spécialement. Juste pour être sûr de répondre correctement, qu'est-ce que vous appelez robustesse biologique? C'est-à-dire le fait d'avoir un diagnostic exact selon le neuropathologiste versus ce qui est pertinent pour le patient et son entourage. Qui doit le décider? C'est une excellente question. Je pense que sans doute les mieux placés sont sans doute les patients eux-mêmes et leur entourage. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est important qui est critiqué par rapport aux critères sous-biologiques de l'Alzheimer Association, parce que ça renvoie aussi à l'image que le grand public a de la maladie. C'est important, quand on parle de maladie d'Alzheimer, que les gens, que le grand public, que les patients, que leurs proches aient à peu près l'idée de quoi on parle. Si effectivement la maladie d'Alzheimer ne devient que quelque chose de biologique, on se rend compte, selon l'épidémiologie actuelle, que la maladie d'Alzheimer deviendrait une pathologie essentiellement bénigne. C'est-à-dire que la majorité des patients définis comme ayant une maladie d'Alzheimer n'auraient pas de symptômes. Parce qu'en fait, il est très fréquent d'avoir de l'amyloïde dans le cerveau sans avoir de symptômes. Et que la proportion de patients déments avec une maladie d'Alzheimer, ce serait autour de 10-15%. Et donc là, on comprend bien qu'on va finalement avoir un petit peu du mal à communiquer avec la population, avec les patients et leurs proches, parce que si on décorrèle aussi la biologie de la clinique, les gens ne savent plus de quoi on parle. Je crois que dans l'imaginaire collectif, la maladie d'Alzheimer, c'est des symptômes, c'est des troubles cognitifs, voire même pour certains, la maladie d'Alzheimer, c'est la maison de retraite, c'est associé à ça. Et en faire une maladie définie uniquement sur la biologie décorrèle complètement une sorte de nouvelle définition biologique à l'image et la représentation collective de la maladie. Et ça, c'est un vrai problème. Oui, très brièvement, Jasper. En soi, j'ai eu la chance d'interagir beaucoup avec certains auteurs de l'IWG, notamment Nicolas Villain, qui m'avait vraiment essayé de communiquer qu'en soi,
l'IWG n'est pas contre l'idée, un jour, d'une définition biologique dans la mesure en fait, de cette catégorie présymptomatique, dans la mesure où on est sûr de l'évolution vers une maladie clinique. Donc, en soi, si on arrivait à élargir les biomarqueurs, notamment, on a vu des cas de certains, donc on connaît déjà certains biomarqueurs ou facteurs génétiques, en soi, l'idée d'une maladie biologique n'est pas exclue, une définition biologique n'est pas exclue, mais ça doit quand même, il y a toujours si ça ne se traduit pas par des changements cliniques, cette robustesse clinique, il n'y aura pas ça. Parce que ça a été souvent pris comme une espèce de, seulement dans une démarche de protection paternaliste, un peu, ok, vous êtes amyloïde positif, mais on va quand même vous protéger parce que vous n'êtes pas encore dans l'expression clinique. Et je pense qu'en soi, la démarche n'est pas d'opposer la clinique à la biologie dans un monde idéal. Il y aurait, mais vu qu'il y a cette étiologie peu claire et probabiliste, pour l'instant, il est très pertinent d'attendre, je veux dire, de savoir qui va. Donc, ce diagramme multicolore est très pertinent parce qu'on sait qu'il y a ces deux groupes différents. Il faut les distinguer pour l'instant, au moins, avec l'état de l'art scientifique actuel. Peut-être qu'un jour, il y aurait une combinaison de biomarqueurs, facteurs génétiques, où on est sûr de savoir qui est vraiment présymptomatique, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, d'où l'importance de maintenir cette distinction clinico-biologique. Et encore une fois, ça ne réduirait pas l'importance de la clinique après, parce qu'il y a toute la complexité d'un individu clinique et sa progression, son pronostic, sa prise en charge individuelle. On aura toujours besoin de la clinique, malgré l'importance croissante de la biologie. Merci beaucoup. Pour qu'on reparte sans laisser de malentendus sur ce qui a été dit, la première chose, c'est que le fait que la autorité de santé ait refusé ce qu'en langage technique on appelle l'accès précoce, ça ne signifie pas qu'elle va refuser dans quelques semaines ou dans quelques mois une autorisation de mise sur le marché classique. Donc vraiment les dés sont pas jetés. On est à un moment un peu décisif, mais ça n'emporte pas la suite. Deuxièmement, on a vu, je ne sais pas si vous avez été attentif dans le tableau des essais cliniques qui ont été menés depuis 25 ans sur le sujet. On parle parfois des risques liés à la participation à la recherche. Je ne sais pas si vous avez vu à droite le nombre de patients avec soit no change dans la moitié en gros des essais, mais dans la moitié des autres essais, une cognition qui s'est détériorée, parfois une atrophie cérébrale qui sont augmentées, c'est-à-dire que c'est des patients qui ont été dans des essais et dont la participation à l'essai a entraîné une détérioration de leur cognition et des conséquences cérébrales. Donc, quand on parle des risques liés à la recherche, c'est pas abstrait. On se focalise parfois sur les décès. Il n'y a pas que les décès. Il y en a eu là dans cet essai. Mais ce n'est pas que ça. Et donc, pour rebondir sur ce que Vincent Planche disait de manière, je trouve, très fine, comment on parle des bénéfices des médicaments aux patients, il y a la question suivante qui va être aussi comment on aborde les risques qui y sont associés. On leur a donné en anglais ce beau nom d'ARIA, qui pour ceux qui aiment la musique classique, ça évoque des choses positives. Cérébralement, c'est un peu plus embêtant. Mais comment on les explique aussi concrètement ? Troisièmement, j'ai vraiment apprécié que le passage conceptuel au milieu, et vraiment bravo Tim. Alors, Tim a fait une thèse de doctorat sur le sujet, ce qui lui enlève aucun mérite, au contraire, d'avoir articulé les choses comme ça. Mais il y a eu un moment où on opposait la thérapeutique et la prévention. Et là, on voit que simplement, ça ne s'attache pas aux mêmes choses et que les troubles cognitifs majeurs, il peut y en avoir une prévention avec des mesures de santé globales. Et d'ailleurs, l'amélioration de la santé de la population, il fait qu'en proportion, il y a moins de gens qui développent des troubles neurocognitifs majeurs aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Mais ça ne s'oppose pas à la thérapeutique. Il n'y a aucune raison d'opposer les deux. Mon dernier point est que dans ces journées, on essaye d'articuler philosophie, éthique d'un côté et science et médecine de l'autre. Et je trouve que là, vraiment, vous l'avez fait avec brio et tous les trois. Et vraiment un énorme merci avec à la fois beaucoup de précision et beaucoup de pédagogie. Il y a une distinction que moi à laquelle on était très attachés ces dernières années entre asymptomatique et présymptomatique. Présymptomatique, c'est que vous n'avez pas encore des symptômes, vous avez des signes cérébraux et on est sûr que vous allez développer la maladie. Asymptomatique, vous n'avez pas les symptômes, vous avez des signes biologiques et une probabilité plus ou moins importante de développer.
Et donc là, on va arriver avec probablement dans les années qui viennent, avec des patients qui vont vivre avec un risque de développer des troubles neurocognitifs plus ou moins importants, à plus ou moins long terme. Et ça va aussi beaucoup changer les choses. Donc un énorme merci à tous les trois. C'était vraiment une superbe session, difficile. Mais je trouve que vous avez été très précis et très nuancés. Merci. On reprend à 11h40 précise. 11h40 précise. Merci.